Que la paix soit sur vous. Les moments sont extrêmement graves et difficiles dans le pays, ce qui nécessite la publication de diverses vidéos, de plusieurs vidéos, d'analyse de l'actualité, de la situation, afin d'en tirer un certain nombre d'enseignements et de comprendre en fait ce qui est en train d'arriver et de pouvoir répondre en conséquence. Car il s'agit de répondre. La compréhension d'une situation ne sert à rien si elle ne vise pas la transformation. Quelle est la situation que nous voulons transformer et donc que nous devons comprendre? C'est la situation actuelle que nous pouvons appeler, et qui est d'ailleurs appelée par un certain nombre d'organisations à la fois internationales et nationales de défense des droits de l'homme, de dérive autoritaire de l'État français, notamment à travers ces deux lois, mais il y avait déjà d'autres événements qui ont eu lieu auparavant, mais la première loi dite de sécurité globale et la seconde dite de séparatisme, de lutte contre le séparatisme ou de renforcement des valeurs républicaines. Dans les deux cas, nous sommes face à une volonté de l'État, sous prétexte de lutte contre le terrorisme d'une part, lutte contre le communautarisme ou le séparatisme d'autre part, parce qu'au fond c'était le terme communautarisme qui était consacré, puis ensuite il a été remplacé par le séparatisme. Eh bien, dans les deux cas, il s'agit de viser une communauté particulière, les musulmans, et au-delà, au fait, de mettre au pas la société en tant que telle, la restriction des libertés d'expression, des libertés aussi de penser, de liberté d'agir conformément à ses convictions, tant que cela reste dans le cadre de ce que dit la loi et de ce que permet la loi et les principes. La loi, de façon plus spécifique, la loi sur le séparatisme concerne les musulmans, il ne faut pas se leurrer. Et c'est une loi de fait islamophobe, puisque il est indiqué, même si on a enlevé le mot séparatisme et on a parlé de renforcement des valeurs républicaines, il est au fond voulu à travers cette loi le contrôle des associations musulmanes, du culte musulman en tant que tel. C'est pour ça qu'ils l'ont étudié au Conseil des ministres le 9 décembre pour correspondre à la date anniversaire de la promulgation de la loi de 1905, dite loi sur la laïcité. Ce n'est pas une loi sur la laïcité d'ailleurs, puisque cette loi ne parle pas de laïcité, mais parle de séparation de l'Église et de l'État. Donc la séparation de l'Église et de l'État, qui allait dans le sens de la liberté à l'époque, puisqu'il s'agissait d'enlever à l'Église catholique, à la religion catholique majoritaire en France, un certain nombre de prérogatives qui lui permettaient au fond de s'imposer à l'État, de contrôler un pan entier de la société à travers diverses institutions que sont l'école, les lois et autres. Il y avait une sorte de privilège qu'avait l'Église catholique et qu'elle entendait exercer, et ce au détriment et de l'autorité de l'État et au détriment de la diversité religieuse du pays. Donc la loi de 1905 vise à dire que l'État et la religion catholique en l'occurrence à l'époque, les institutions religieuses et l'institution de l'État, l'institution politique, sont à séparer. Il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas de religion privilégiée, et pour cela, et grâce à cela, chacun est libre de pouvoir adhérer ou pas à une religion quelconque, l'État n'a pas à exercer une quelconque contrainte, et il y a une liberté totale de conscience. Nous étions donc dans une loi progressiste, pas dans le sens idéologique du terme, mais dans le sens de c'était un progrès pour les droits humains, où chacun pouvait vivre selon sa conviction, exercer le culte qui lui plaît et qu'il a choisi, et dans une liberté totale, tant que, bien sûr, les règles de sécurité et la loi étaient respectées, qui est la loi de tous. Nous sommes donc maintenant dans une loi dite séparatisme et qui s'inscrit dans une
tendance générale depuis les années 80 de restriction de la liberté, de restriction en vue de contrôler une religion qui serait considérée ou fantasmée comme étant une religion récalcitrante aux droits de l'homme, à la liberté, à l'égalité. C'est une religion qui n'est pas capable de penser la séparation du politique et du religieux. Bref, toutes les affabulations que l'on prête à l'islam et aux musulmans, qui ne tiennent pas la route au niveau de l'analyse de ce qu'est l'islam, dans l'histoire et dans les textes d'une part, et de l'attitude des musulmans, qui à 98%, virgule et quelques, obéissent à la loi et acceptent les règles de la République, fondées sur la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité humaine et le respect de l'égalité devant la loi. Tout le monde adhère à ces principes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a aussi la liberté de conscience qui est à respecter et qui permet à ce que quand une personne, face à une règle qui ne lui sied pas ou qui va à l'encontre de sa conscience, eh bien, il a la possibilité, selon la loi, de pouvoir demander une exception. Ça ne correspond pas à mes convictions et je souhaite donc ne pas l'appliquer. Cela se fait à l'armée, cela se fait dans d'autres corps de métier. Donc c'est somme toute des choses qui sont tout à fait normales. La loi sur le séparatisme, c'est quoi? En fait, c'est une loi qui veut contrôler l'islam, veut enlever l'autonomie qui est donnée aux associations, en usant de plus de contrôle sur les associations, en donnant plus de pouvoir au pouvoir administratif pour dissoudre les associations. Et l'un des articles dans la loi sur le séparatisme, en tout cas la proposition de loi, eh bien, indique par exemple qu'un individu qui serait accusé de non-respect des valeurs républicaines, on ne sait pas ce que c'est que les valeurs républicaines, ils ne le définissent pas, du coup on n'est pas dans les principes qui peuvent, sur le plan légal, être nommés, cités, on peut savoir de quoi il s'agit, mais on est sur des valeurs, choses floues comme ça. Bref, toute personne qui irait à l'encontre de ce qui est considéré comme une valeur de la République peut être condamnée d'une part, et d'autre part, l'association dans laquelle il se trouve peut être dissous en raison de la faute qu'il aurait commise. Donc là, on est dans un délire complet, où on a une responsabilité collective. Un individu faute, c'est tout le groupe qui trinque. Ce qui va à l'encontre de tout principe de liberté individuelle, de responsabilité individuelle et d'égalité. Il y a aussi la possibilité, toujours donnée à travers cette loi, d'exercer une pression ou de faire en sorte que le préfet puisse, à un moment donné, choisir ou forcer, en tout cas regarder de plus près la manière dont les imams sont choisis au sein du culte, la manière dont les prêtres sont choisis au sein de leur culte, la manière dont les rabbins peuvent être choisis au sein de leur culte. Parce que comme ils visent effectivement les musulmans, mais comme ils n'ont pas le droit de spécifier une religion, une communauté spécifique dans la loi, eh bien c'est général, tout en disant à l'oral, c'est ce que certains journalistes ont indiqué dans certains articles écrits, eh bien que le ministère de l'Intérieur avait donné sa promesse aux différents cultes, aux différents responsables de cultes, que sont le protestantisme, le judaïsme, le catholicisme et d'autres cultes, même aux musulmans, aux responsables musulmans. Le fait avait donné la garantie qu'ils ne seraient pas touchés. Bon, en réalité, tout le monde est touché par ces lois-là. Il y a aussi une remise en cause de la liberté d'enseigner, en tout cas de former son enfant à domicile en fonction, bien sûr, du respect d'un certain nombre de programmes que l'éducation nationale impose. Mais en même temps, la possibilité pour un parent d'inscrire soit son enfant dans une école privée, soit de lui enseigner à domicile. Cela ici est aussi interdit parce qu'on essaye de viser, au fond, les familles musulmanes, peu nombreuses, il faut le dire, qui décideraient de former leurs enfants
chez eux ou dans des écoles privées, sous prétexte que dans ces écoles privées musulmanes ou dans l'éducation à domicile, eh bien, il y aurait des gènes, le virus du radicalisme qui pourrait passer à travers les programmes et que donc il faut avoir un contrôle plus accru. Bref, l'ensemble des 50 articles de loi de cette proposition de loi, ce sont des lois de contrôle et non pas de lois de liberté. Ce sont des lois où l'État de plus en plus est intrusif dans la vie privée et dans le fonctionnement de la société. Ce qui est un danger pour tout le monde et pas seulement pour les musulmans. Bien sûr, il y a aussi cette loi qui permet à un moment donné de condamner une personne au nom de ses opinions supposées, en fonction de avec qui il a traîné, qui il a écouté. Je vous donne un exemple. Vous partez à la mosquée, vous écoutez un imam, il s'avère que cet imam tient des propos jugés anti-républicains, eh bien, vous pouvez, être condamné du fait que vous êtes adhérent à ces idées dites salafistes ou dites intégristes, eh bien, vous pouvez avoir aussi des problèmes. Alors que vous pouvez être juste là dans la mosquée pour prier tout simplement et sans même comprendre ce que disait l'imam ou sans y prêter attention. Mais dès lors que vous rentrez dans le faisceau de réseau d'un individu jugé problématique, eh bien, vous aussi, vous pouvez aussi avoir des problèmes. À ce moment-là, il n'y a plus de droit, en fait. On n'est même plus jugé sur un acte qu'on aurait commis, mais sur une pensée que l'on pourrait avoir. Et quand bien même cette personne aurait une idée intégriste, salafiste, il va falloir qu'on définisse. Mais admettons rétrograde, qui est contre l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un des éléments aussi qui se trouve dans dans la proposition de loi qui parle de renforcement de l'égalité, enfin ceux qui remettent en cause l'égalité entre les hommes et les femmes, ceux qui demandent un certificat de virginité, enfin, des stéréotypes que l'on met sur le dos des musulmans, et vous dites, mais d'où ils sortent et comment ça se fait qu'on en est encore à là? Bref, mais donc, une personne qui serait susceptible de ne pas être d'accord avec ces principes dits, ou en tout cas ces valeurs républicaines, même le fait de le penser, et voire même de le professer, peut vous valoir une condamnation et voire un petit séjour en prison. C'est inadmissible. C'est un recul de la liberté d'expression. Que pour autant, ils brandissent pour dire que c'est ça qu'ils sont en train de défendre. Et c'est ça le problème que nous avons avec un certain nombre de nos politiciens, c'est qu'ils trahissent les principes qu'ils affichent, mais qu'ils affichent d'autant plus qu'ils les trahissent. On nous a rabâché les oreilles sur la question du respect de la liberté d'expression, et j'estime que c'est une liberté qu'il faut défendre, coûte que coûte. On a le droit de dire ce qu'on veut. On ne doit pas être inquiété en raison de nos idées et de leur expression. Bref, sauf si bien sûr cela va à l'encontre de la loi. Mais cette liberté d'expression est aujourd'hui bafouée. Il vous suffit qu'on l'on soupçonne que vous ayez une vision jugée anti-républicaine pour que vous ayez des problèmes. Il suffit que vous ayez de fait une conviction que l'on pourrait considérer rétrograde. Moi, j'estime que ceux qui pensent que les hommes et les femmes ne sont pas égaux sont rétrogrades. Je le pense. Il y a égalité entre les hommes et les femmes. Par conviction religieuse, je le pense. Le Coran le dit clairement dans plusieurs de ses passages. Très bien. Mais je connais des coreligionnaires qui ne pensent pas cela. Que faut-il faire? Les juger anti-républicains, leur mettre des amendes, le jeter en prison? Non. Ça doit se régler par le débat, par la discussion, par la conviction, et non par la matraque de l'État. Ça n'est pas le rôle de l'État d'intervenir ici. Ça n'est pas le rôle de l'État de regarder de près qui est imam ou qui ne l'est pas. Ce sont les croyants, ce sont les fidèles qui doivent choisir qui est leur imam. Même s'il y a des soucis dans les mosquées quelquefois sur le choix de tel ou tel imam, cela doit rester entre les mains des associations et entre les mains des fidèles. Et non pas entre les mains de l'État et de son administration. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et donc, vous avez donc des lois qui, au fond, renforcent le contrôle de l'État sous prétexte de lutter contre un certain nombre d'individus qu'il faudrait d'ailleurs trouver.
qui veulent un séparatisme. Et là, quand on regarde bien ce qu'ils entendent par séparatisme, au début, moi, quand j'entendais séparatisme, j'entendais des gens qui veulent se séparer du reste de la société en ne voulant plus appliquer les lois qui sont choisies par la société à travers son Assemblée nationale. Je me disais, c'est ça. Puis en fin de compte, vous vous rendez compte que non. Le séparatisme, c'est pas ça, parce qu'il n'y a personne, en tout cas, il n'y a pas de groupe organisé dans ce pays qui milite pour une application différentielle ou une volonté d'appliquer des lois spécifiques qui ne sont pas celles de la République. Ce groupe n'existe pas en France. Très bien. Donc tout d'un coup, vous grattez, vous vous rendez compte qu'ils appellent séparatisme, au fond, c'est quoi? Toute personne qui a un esprit critique contre l'État, qui remet en cause un certain nombre de règles et de lois, ou qui a un avis différent de celui de la majorité, est jugé anti-républicain. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous l'aviez vu, dans le discours de Macron, à un moment donné, il parle des islamistes, il va falloir qu'on définisse ce qu'on entend par là aussi, il parle des islamistes, qui veulent saper les lois de la République et imposer la charia. Moi, j'aimerais bien les trouver, ces islamistes en France qui veulent imposer la charia en France ou qui militent pour pouvoir imposer la charia en France. Je ne les connais pas et je ne crois pas qu'ils existent. Ce groupe n'existe pas. C'est un pur fantasme. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains, dans les esprits. Mais bon Dieu, on n'est pas là pour contrôler ce qu'il y a dans les esprits. On est là pour voir les actes. Tout acte qui est répréhensible doit être sanctionné. Mais un acte qui n'est qu'une intention prêtée à une personne, qui n'est donc pas un acte, en quoi cherchons-nous à créer des lois autour de cela? Mais donc, vous avez à côté, donc, dans le discours de Macron, les islamistes, et puis vous avez, à un moment donné, subrepticement, un propos qui tourne autour de ceux qui contestent la colonisation, qui font des études coloniales, qui manifestent contre les discriminations. Il y a Justice pour Adama, avec la grosse manifestation qui a eu lieu pendant l'été, les manifestations contre les violences policières. Tout cela est jugé comme des séparatistes. Ce sont des gens qui sapent l'autorité, qui sapent la République, qui ne sont pas d'accord ou qui ne sont pas reconnaissants envers le pays et qui font donc sécession ou séparatisme. D'où les critiques que vous voyez de la part pas les critiques, les attaques de la part de Blanquer, le ministre actuel de l'Éducation, contre l'enseignement supérieur, en accusant un certain nombre de professeurs d'islamo-gauchistes. Mais ce sont ceux-là qui sont visés. Ceux qui déconstruisent la colonisation et ses idées, ceux qui revisitent l'histoire sur la question de l'esclavage. Bref, tout ce qui permet de redonner confiance et conscience aux minorités discriminées issues des anciennes colonies, tout ce qui permet la remise en cause de l'ordre économique dans lequel nous nous trouvons au profit de ceux qui, dans la société, sont les plus faibles, tout ceci est considéré comme une remise en cause inadmissible qui est un séparatisme. Donc, l'islam et l'islamisme est le prétexte et aussi l'objectif de certains. Le prétexte des uns, libéraux, mais libéraux sur le plan économique et normalement libéraux sur le plan des mœurs. C'est pour cela d'ailleurs que Macron a été élu. Il a été entre autres élu sur le fait que c'est un libéral au niveau sociétal et social. Et là, nous nous rendons compte que donc ces gens-là vont restreindre nos libertés, mais l'islam pour eux est un prétexte, parce que je ne pense pas, en tout cas, c'était pas la vision de départ de Macron, de s'attaquer à l'islam, l'islamisme, les musulmans, etc., enfin, à faire de l'islamophobie, c'était pas son but. Il le dénonçait même. Mais c'est un prétexte parce que c'est ce qui permet à un moment donné de pouvoir maintenir l'ordre libéral économique pour lequel il travaille et dans lequel s'inscrivent les différentes lois économiques et sociaux qu'il a fait voter au Parlement. Donc, l'islam devient le prétexte qui permet de maintenir cet ordre-là, parce que les gens ne l'acceptent plus. Il y a de moins en moins de personnes qui estiment que c'est un ordre juste. Très bien. Et donc, il faut, à un moment donné, agiter l'épouvantail de l'islam pour faire calmer tout le monde. Donc, pour eux, c'est un prétexte. Pour eux d'autres, les identitaires, c'est un objectif. L'islam en tant que tel et les musulmans sont un objectif qu'il faut bouter hors de la France.
C'est la théorie du grand remplacement, c'est le fait que ces gens-là ne sont pas français, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la même culture que nous, qu'ils ne respectent pas l'égalité, qu'ils ne respectent pas la laïcité. Et même le terme laïcité, si je suis... Allez, je l'ai déjà dit, je le redis, pour moi, le terme laïcité est un ovni, un objet philosophique non identifié. Ce terme est flou, on ne sait pas ce que ça veut dire. Philosophiquement, c'est mou. C'est mou. En termes de concept, sur le plan conceptuel, c'est trop mou. Mais passons. Je suis avec ceux qui, comme Jean-Louis Bianco et d'autres de la gauche, disent que la laïcité, ça n'est pas la lutte contre une religion particulière, c'est la liberté de conscience à travers la séparation des églises et de l'État. Je vais dans ce sens-là. Mais alors, au nom, comment peut-on utiliser le terme laïcité pour restreindre, pour contrôler, pour mettre pas une religion qui, parce que soi-disant cette religion serait contre la laïcité. Comment une religion peut être contre la laïcité qui veut justement laisser à cette religion son autonomie par rapport à l'État? On ne peut pas être contre ça. Donc on utilise des termes pour mieux les trahir. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Que faut-il faire? Nous avons dénoncé. Nous savons que cette loi est un ramassis de stéréotypes négatifs sur l'islam. Nous savons que c'est aussi une atteinte aux libertés de culte, aux libertés d'expression et aux libertés de conscience. Nous savons tout cela. Nous savons aussi que c'est un contrôle plus accru de l'État et de son appareil sur la société civile, et ça ne concernera pas que les musulmans, parce que toutes les associations de culte ou culturelles sont concernées. Nous savons tout ceci. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut continuer à se mobiliser comme les gens aujourd'hui se mobilisent. Contre la sécurité globale, la loi sécurité globale, et contre la loi sur le séparatisme ou dit renforcement des valeurs républicaines. Il faut continuer à se mobiliser. Il ne faut pas demander le retrait d'un ou de deux articles et de négocier. C'est le retrait total des deux lois. Pour ce faire, il faut établir, effectivement, il faut que déjà la communauté musulmane, à qui je parle en premier lieu à travers mes vidéos, il faut se mobiliser. Nous ne pouvons pas rester les bras ballants dans un état de spectateur. Nous devons nous exprimer, nous devons nous mobiliser et nous devons être en masse. Nous devons aussi préparer les élections qui sont à venir. On fera une vidéo spécifique là-dessus. Je pense que 2022, si rien n'est fait, sera l'élection de l'extrême droite. Avec ou sans Macron, c'est l'extrême droite qui dirigera ce pays. Soit à travers les idées, qui sont déjà en train d'être diffusées, et Macron ira de plus en plus loin, et son gouvernement, soit à travers l'élection de Marine Le Pen ou de quelqu'un d'autre de l'extrême droite. Mais dans les deux cas, c'est l'extrême droite qui gagnera, sauf si il y a une mobilisation telle de la part des musulmans, d'une part, et de la part de l'ensemble de la société, pour mettre à bas, pour mettre en échec, mettre à mal et mettre en échec, excusez-moi pour mon erreur de tout à l'heure, cette politique-là. S'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas de vision positive, il ne faut pas juste être contre, il faut que nous soyons capables de proposer ce que nous voulons. Et là, c'est l'une des choses que je reproche aux différents mouvements. Ils savent ce contre quoi ils se battent, mais sont incapables de dire ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'il faut faire une nouvelle proposition de loi issue de nous qui nous mobilisons et proposer une loi sur la contribution et l'inclusion. Une loi d'inclusion de contribution. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une loi qui, dans ses différents articles, a pour objectif de donner à la société et à l'État les moyens d'inclure les nouveaux venus dans la société d'une part, et d'autre part de donner à chacun, à chaque individu et à chaque collectivité les moyens de sa contribution pour le bien-être général. Je répète, je ne suis pas seulement contre la loi contre la sécurité, sur la sécurité globale ou sur le séparatisme, je suis pour une loi d'inclusion et de contribution
dans l'objectif et de donner les moyens à la société, à l'État, d'inclure les personnes délaissées dans la société, les nouveaux venus, les immigrants, mais aussi les personnes qui sont socialement défavorisées, car il y a un décrochage de la part de ces deux populations dans la société d'une part, et d'autre part, une loi de contribution, c'est-à-dire qui vise à donner les moyens aux individus, aux collectivités, aux communautés, les moyens de contribuer au bien-être général du pays. Voilà la vision, à mes yeux, que l'on doit proposer contre cette vision rétrograde qui porte atteinte à nos libertés. Mais pour ce faire aussi, puisque les musulmans sont au cœur de cette affaire, leur leader, mais pas seulement leur leader, toute la communauté, se doit d'être conscient de son rôle pour améliorer la situation du pays. Et donc, de penser les stratégies avec les autres secteurs de la société, de réfléchir sur une pensée, une religiosité qui soit une religiosité qui renforce notre humanité, et non pas une religiosité qui nous enferme dans l'étranger, dans ce qui n'est pas français, comme ces gens-là veulent que nous soyons à travers des exemples d'un imam Chalgoumi et autres. Troisièmement, il y a un travail de conscientisation. Il faut travailler la communauté musulmane au corps pour qu'elle aille voter et qu'elle vote selon une vision et un programme bien défini. Déjà, tout programme qui va dans le sens de plus de sécurité et de plus de contrôle de la population doit être rejeté. Donc nous devons peser sur cette balance-là. Donc il faut que dès maintenant qu'il y ait une stratégie de communication, de débat à l'intérieur de la communauté musulmane pour que tout le monde aille voter en masse. Il n'y a que par cela, entre autres, que nous nous ferons respecter. Mais cela demande aussi de la part de leurs leaders un travail d'autocritique. Autocritique ou critique que nous ferons ultérieurement dans une autre vidéo. Mais il est clair que les actuels leaders que nous avons à travers le CFCM, à travers les médias et autres, ne sont pas à la hauteur, si ce n'est que quelques-uns. Ce sont pour la plupart des béni oui-oui, des personnes qui parlent à peine français, vous voyez vers où je me tourne, et qui ne sont là que pour accréditer ou pour donner quitus au programme, à l'action, à la politique de domination et de mise au pas de la communauté musulmane. On ne peut accepter aujourd'hui le bon musulman, en fait, selon cette loi et selon cette vision qui la sous-tend, ce serait le musulman qui ne pratique pas. Voilà. Un musulman couscous jambon. Alors faire une vidéo là-dessus sur un musulman couscous jambon. Qu'est-ce que c'est? Il y a mon ami Ahmed qui est en train de rigoler. Et donc, voilà un peu ce qu'il faut faire. Nous avons une loi, en fait, qui vient entériner le fait que nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est ça qui est en train de se passer. Et nous l'avons vu avec la dissolution du CCIF. Le fait que le CCIF, une association comme le CCIF, quel que soit ce qu'on peut penser, et moi je pense du bien de cette association. Ils ont fait un bon travail. Parce qu'il y a aussi cette formule de dire « Oui, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que fait le CCIF, que nenni ». Le propos, il n'est pas là, en fait. Le propos, c'est on a une association qui lutte contre le racisme et contre les discriminations à destination des musulmans, comme d'autres associations se sont spécialisées pour lutter contre d'autres formes de discrimination. C'est son but principal. Et elle n'a agi que dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, se mettre à dissoudre cette association sans raison valable, il n'y a aucune raison valable pour accepter cette dissolution. On a vu un peu les propos du Conseil d'État sur des commentaires qui ont eu lieu sur sa page Facebook ou sur... C'est ridicule. C'est ridicule. Et la France, de ce côté-là, notre pays, s'est ridiculisé et continue de le faire en agissant de la sorte. Et donc, cela indique que nous sommes sortis de l'état de droit. Nous sommes dans l'arbitraire. Et donc, c'est très, très, très dangereux. Et cela se fait tranquillement dans notre insouciance et inconscience, en raison d'un état d'urgence qui a duré 2 ans et demi et qui est rentré de fait dans nos lois. Au lieu de suspendre et d'enlever l'état d'urgence, on l'a inscrit dans la règle, dans le droit commun, d'une part. Et d'autre part, le fait que maintenant, au nom de la lutte sur le plan sanitaire
contre le Covid et de la lutte contre le terrorisme, contre laquelle il faut lutter. Il faut lutter contre le terrorisme. Eh bien, au nom de ces luttes-là, eh bien, on se met à restreindre de plus en plus nos libertés. Et cela nous a endormis parce que nous nous sommes habitués. Nous sommes habitués à plus de contrôle, à plus de violence, à plus de coups de menton de la part de l'autorité sous prétexte que c'est pour notre sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans l'absence de liberté. La plus grande des sécurités, c'est notre liberté, notre capacité à contrôler l'État. Quelles que soient nos convictions, quelle que soit notre religion. Donc il faut nous mobiliser. Nous ne pouvons pas accepter cette loi. Non pas seulement pour nous, mais pour toute la société. Mais il faut mettre en place une stratégie de lutte. Il faut continuer la mobilisation. Il faut faire justement, non pas la séparation que l'on voudrait qu'il y ait dans nos rangs, mais qu'il y ait une unité, une union. Non pas seulement contre, mais pour. Pour la liberté, la fraternité et l'égalité. Pour l'état de droit. Pour la justice et la dignité pour tous. Contre l'inégalité et les discriminations. Et pour un meilleur partage. Tant que cela ne sera pas établi en termes de politique et en termes de programme et en termes de projets portés par une nouvelle génération d'hommes politiques et de femmes politiques, des vrais, avec des vraies idées, on ne s'en sortira pas. Donc il faut qu'à un moment donné, nous réfléchissions sur la manière dont nous devons peser au niveau des élections qui vont bientôt venir. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit on s'en sort, soit on s'en sort pas. À chacun d'entre nous d'être responsable. En tout cas, tu es prévenu.